Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième Si on parlait sport de la saison sur TV78, l'émission à ne surtout pas manquer sur vos écrans également en podcast si vous êtes un passionné de sport local. Pour m'accompagner, les meilleurs chroniqueurs du monde comme toujours, présentation en musique comme d'habitude. On commence à ma droite, musique, il habite la ville yvelinoise d'Épône, c'est un passionné de rugby, il adore tous les sports, il revient de vacances où il a pu profiter du soleil californien. Regardez comme il est bronzé ce petit vénard. Nicolas Dandry est avec nous. Comment allez-vous ? Bonjour Mickaël, bonjour à toutes et à tous. Et oui, la Californie, Los Angeles, la prochaine ville olympique en 2028. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai visité le Los Angeles Memorial Coliseum, le stade olympique de Los Angeles qui a accueilli les JO de 1932 et 1984, à l'allure du Colisée, ce qui va faire plaisir à notre italienne lover. Hein. Bon, ça sera bien en 2028, mais ça pourra jamais surpasser 2024. Hein. On est chauvin, on le reste. On termine de l'autre côté à musique. Lui n'a pas eu le temps de profiter du soleil de ses terres natales, l'Italie, tellement il travaille ici chez TV78. Il arrive quand même à bronzer grâce à son écran d'ordinateur. Je peux vous le dire, il a parfaitement préparé cette émission comme toujours. Notre italienne lover, Grégory Canali. Bonjour Mickaël, bonjour Nico, bonjour à tous. Oui, vous bossez beaucoup, hein. Oui, on travaille beaucoup, mais j'ai pu partir en vacances. Une petite semaine en Italie juste avant les JO, et après il y a eu une expérience incroyable sur les Jeux Olympiques. Là, on est dans le mois de septembre, on commence à rentrer dans le dur, mais c'est là que les efforts de l'été commencent à payer, la préparation estivale là commence à porter ses fruits. Pendant que d'autres partent en vacances, hein, Grégory travaille. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Nous allons parler de voile avec le départ du Vendée Globe 2024 qui approche. Nous parlerons également des frères Portal, héros des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Ils sont revenus dans leur ville récemment, mais avant de parler de ces thèmes, nous allons parler football et du FC Versailles. On va tout de suite commencer très fort cette émission avec l'envolée de Grégory, l'un des meilleurs moments de cette émission. Alors de quoi allez-vous nous parler, Grégory ? Alors, je vous propose de faire un petit retour en arrière pour commencer. C'était le 8 novembre 2023 sur le plateau de Si on parlait sport. Le temps, c'est bien de l'argent, et ce, même en national. Trop peu de temps à Versailles pour laisser une bonne idée germer et porter ses fruits dans le futur. Dans la ville à l'histoire très longue, celle entre Laurent Perlade et le Football Club de Versailles, elle, était très courte. Je me posais une question, laisse-t-on trop peu de temps au Football Club de Versailles pour voir germer une idée, un projet ? C'était juste après le limogeage de Laurent Perlade qui est resté coach dans la Cité Royale pendant seulement 5 mois. Un an plus tard, le scénario semble se répéter. Jean-Luc Vasseur n'est plus l'entraîneur du FCV, c'est un communiqué de presse laconique du club qui l'a confirmé cette semaine. On y apprend également que c'est le staff technique composé notamment de Jérémy Clément et de Charlie Tange qui prend en charge l'équipe jusqu'à nouvel ordre. Jean-Luc Vasseur, 55 ans, paye le début de saison médiocre de Versailles dans le championnat national et quitte le navire seulement 7 mois après son arrivée. Oui, à Versailles, il y a décidément trop peu de temps. Il y a trop peu de temps à vivre ici pour jouer cette tragédie. Bon, petit clin d'œil aux années 2000, voilà, c'était l'instant nostalgie. Trop peu de temps à vivre ici pour jouer cette tragédie, nous disait Neuty au tout début des années 2000. Là, c'est une tragédie en 3 actes qui s'est jouée sous nos yeux. Premier acte, le début d'une nouvelle idylle. Jean-Luc Vasseur est nommé à la tête de l'équipe première fin février. Il est déjà le 3e entraîneur du club en une saison après Laurent Perlade et Grégory Vignal. Le FC Versailles est à l'époque dans une situation délicate aux portes de la relégation en National 2, mais on compte sur la grande force de Vasseur, son expérience qui a officié en Ligue 1, Ligue 2 et National, et ça se ressent. Le coach redresse la barre très vite, obtient le maintien et n'est pas non plus très loin de terminer dans le top 5. Ça matche fort et on se dit que c'est l'homme de la situation pour stabiliser le FCV en national avant de viser la Ligue 2 dans le projet voulu par les propriétaires. Alexandre Mullier, justement, et son bras droit, Fabien Lazare, joue pendant ce temps-là en coulisses une autre partie. C'est notre deuxième acte, l'ascension fulgurante. Le président met le paquet dans le développement du club, des opérations marketing clinquantes avec des partenaires de renom. L'entrée au capital de Pierre Gasly, le pilote de Formule 1, ou encore plus récemment la réalisation d'une série sur le Football Club de Versailles qui sera diffusée sur Canal+. Oui, dans la Cité Royale, on est passé dans une autre dimension. Tout va très vite, peut-être trop vite pour Jean-Luc Vasseur qui dirige, rappelons-le, une équipe qui n'est seulement qu'en national, le 3e échelon français.
C'est alors que vient notre troisième et dernier acte, l'amour consommé. Un amour auquel on a d'abord eu envie de croire. L'entraîneur semble être apprécié par ses supérieurs, ses joueurs et les supporters. À l'intersaison, Jean-Luc Vasseur a pu en plus construire son équipe avec un effectif largement remanié, 17 départs pour 11 arrivées. Il fallait seulement du temps et de la confiance pour bâtir un groupe victorieux. Mais à Versailles, le temps, on n'en a pas, malgré une communication au contraire du président sur ses différents réseaux sociaux. Et la confiance, le coach va la perdre après un début de saison compliqué. Une seule petite victoire lors de la première journée, 4 nuls et 2 défaites, 7 petits points et une 13e place à seulement une longueur de la zone relégable. Jean-Luc Vasseur a donc été limogé cette semaine. Un énième changement d'entraîneur, un nouveau retour à la case départ, l'éternel recommencement. À Versailles, on a décidément trop peu de temps. Bravo Grégory pour cette magnifique envolée. La petite touche musicale. Ouais, la petite touche musicale, on a apprécié. Alors la question sur cette thématique, cette instabilité peut-elle couler le club? Vous votez, messieurs. Vous êtes oui pour vous, Nicolas, et oui pour vous, Grégory. On commence par vous, Nicolas. Comme l'a dit Grégory, là, en fait, on aura vu en moins d'un an 4 entraîneurs à la tête du FC Versailles. 5 entraîneurs au total en 2 ans. 5 entraîneurs en 2 ans. Et du coup, un 6e qui va arriver. À un moment donné, le sport, c'est la stabilité, c'est la régularité aussi, parce qu'il y a des relations humaines qui sont importantes. Le côté humain est important dans le sport. Là, on a un entraîneur qui arrive en février. On avait salué les résultats, je me rappelle très bien, en fin de saison, dans un des derniers numéros du SOP Sport, on saluait les résultats de ce nouvel entraîneur. On croyait même à la 5e place pour le FC Versailles. On visait un top 5, du FC Versailles en fin de saison en national. On saluait les performances donc de l'équipe sous l'ordre de cet entraîneur. Là, début de saison, j'ai envie de dire oui, médiocre, mais pas catastrophique. Versailles est 13e, n'est pas en zone rouge dans le classement de la nationale. Une victoire, 4 nuls, 2 défaites, 4 nuls. Ok, 4 matchs nuls, mais il n'y a que 2 défaites. Il faut laisser le temps peut-être au projet de mûrir. Après, on ne sait pas ce qui se passe dans le vestiaire, parce que c'est toujours pareil. Est-ce que la raison du limogeage, c'est parce qu'il y a certains joueurs qui n'ont plus de bonnes relations avec cet entraîneur, qui sont peut-être allés se plaindre au-dessus, à l'échelon au-dessus. Voilà, c'est compliqué. Donc, pour conclure sur ma réponse et sur oui, ça peut faire couler le club si ça continue comme ça, parce que ça peut pas perdurer ce genre de situation où un entraîneur arrive, commence à monter un projet et puis le projet se stoppe, etc., etc. C'est pas possible. Alors vous qui êtes fan du football italien, Grégory, on compare maintenant Versailles à Naples, qui a l'habitude de limoger quand même très rapidement ses entraîneurs. On a un exemple plus proche, le Paris Saint-Germain aussi, qui change très régulièrement d'entraîneur. Un petit peu moins quand même que Versailles, un petit peu moins. C'est vrai que, alors Naples, il y a quand même aussi ce président un peu explosif. Alexandre Mullier n'a pas ce côté explosif, il est très communicant. D'ailleurs, ça a été reproché par quelques supporters du Football Club de Versailles, trop de communication, on aimerait plus d'actes dans la gestion de ce club. Il y a eu des actes, on l'a dit, sur le plan marketing. C'est vrai que le petit bémol, ce qui me fait douter dans votre question, c'est peut-être qu'il a perdu l'adhésion de son vestiaire. C'est ce qui est arrivé pour Laurent Perlade, on s'en souvient, on avait pu l'interroger juste après l'élimination en Coupe de France cette année, c'était la saison dernière avec le Football Club de Versailles, on avait senti qu'il avait perdu l'adhésion de son vestiaire, donc ça c'est très important pour un entraîneur. Peut-être que c'est arrivé. Moi, je pense qu'il n'y avait pas forcément péril dans la demeure, si je puis dire. Cette année, en national, on a changé les règles. Ça faisait 2 saisons où il y avait 6 descentes, donc c'est vrai que quand on terminait 13e de National, on était relégué en National 2. Cette année, il n'y a que 3 descentes. Alors oui, le FC Versailles, je le disais dans mon envolée, n'était qu'à un seul petit point de cette zone rouge, mais on n'est même pas à l'intersaison, on est à la 7e journée de championnat. Pour moi, il n'y avait pas forcément une alerte et il n'y avait pas forcément d'urgence à changer les choses. Alors oui, il y avait une spirale négative, 2 défaites d'affilée, mais à mon sens, il faut laisser quand même le temps au projet de germer. Ce que je disais aussi dans l'envolée, c'est qu'il a pu bâtir en quelque sorte son effectif à l'intersaison. Il y a eu beaucoup de changements, donc on peut se dire que Jean-Luc Vasseur a opéré et a pu amener sa patte dans le recrutement versaillais. Moi, j'attendais de voir quand même dans le temps ce que ça allait donner. On parle quand même d'un entraîneur qui a une solide expérience, qui a connu la Ligue 1, qui a surtout connu les divisions de la Ligue 2 et de la Nationale, mais il a connu aussi une expérience en Ligue 1. Il avait une solide expérience et je pense qu'il pouvait la mettre à profit du Football Club de Versailles.
voilà, je regrette qu'il n'ait pas eu tout le temps nécessaire pour voir ce projet émerger. Et justement, les joueurs, ça ne peut pas les déstabiliser parce qu'ils sont arrivés peut-être au club pour suivre Jean-Luc Vasseur et finalement, quelques matchs après, il est déjà plus là. Grégory l'a dit, 17 départs. 17 départs, 11 arrivés, ouais, c'est ça. 17 départs, 11 arrivés, vous imaginez les 11 joueurs qui sont arrivés parce que peut-être il y avait Jean-Luc Vasseur qui entraînait le FC Versailles et qui se retrouve aujourd'hui orphelin. Juste, par contre, il ne faut pas enlever une chose à Alexandre Mullier, c'est sa cohérence. L'année dernière, j'ai regardé les résultats des 7 premières journées du FC Versailles, c'est quasiment les mêmes. On avait 4 matchs nuls, 1 victoire, 2 défaites. Et ça va coûter d'ailleurs la place à Laurent Perrelade. Et c'est ce qu'il ne faut pas enlever à Alexandre Mullier, c'est qu'il est cohérent. Il reste cohérent dans ses décisions. Une mauvaise saison qui a débuté l'année dernière de la même manière que cette année, eh ben, ça a coûté la place à l'entraîneur. Donc là-dessus, on ne peut pas lui enlever ça. Ouais, c'est quelqu'un qui agit vite, qui veut des résultats tout de suite, dans l'immédiat. C'est un choix, c'est une perspective. Mais à un moment donné, à force de ne pas laisser le temps pour un projet de s'installer, eh ben ça pourrait coûter cher au club. Même si le discours officiel du club, c'est de dire on n'est pas pressé d'aller en Ligue 2, on veut d'abord se stabiliser. Effectivement, il y a un projet pérenne pour aller ensuite en Ligue 2. Et le mot d'ordre au club, c'est normalement on a du temps. Mais effectivement, là pour le moment, on voit qu'il n'y en a pas. Dernière question très rapidement avant de passer à la prochaine thématique. Est-ce que vous êtes confiant pour la suite de la saison du FC Versailles, Grégory? Ce qui me fait peur, c'est, je le disais à la fin de l'envolée, c'est un éternel recommencement. On revient quasiment un an en arrière avec quasiment les mêmes résultats, la même conséquence avec le limogeage de l'entraîneur. Et c'est l'adjoint qui reprend la suite. Il y a un an, c'était Grégory Vignal et on a vu ce que ça a donné puisqu'il a été limogé en février. Allez, chouette, pleine réussite à Jérémy Clément parce qu'on a envie de voir briller ce football club de Versailles. Je pense que là, dans les tout premiers matchs, il va y avoir le fameux choc psychologique. Il ne faudra pas tirer des conclusions hâtives. Et après, en février, on change d'entraîneur, c'est ça? J'ai peur que malheureusement on se dirige vers une situation similaire avant d'aller choper peut-être un entraîneur un peu plus. Très rapidement, sûrement un copier-coller, ouais, sûrement un copier-coller. Après, Jérémy Clément, il a pas forcément confiant du coup pour la suite. Faut voir. Mais après, Jérémy Clément, il a l'expérience du milieu professionnel puisqu'il a joué avec le PSG en Ligue 1. Charlie Tange, il est du club. Donc. Ça fait quelques années par contre pour le coup que Charlie Tange est au club. Hein, mais ça, c'est ça qui est peut-être le point positif, c'est que le côté humain, il va être présent avec Charlie Tange qui connaît le club, qui doit connaître certains joueurs qui sont encore au FC Versailles et peut-être avec qui il a joué. Donc on va voir comment ça va prendre là dans les prochains matchs. On va passer maintenant à notre deuxième thématique. On va maintenant parler de voile. 2 skippers yvinois sont au départ de la plus légendaire des courses de voile en solitaire et sans escale, le Vendée Globe. Louis Burton, originaire de la Selle-les-Bornes, et le Versaillais Éric Beillon vont participer au Vendée Globe 2024 en compagnie de 38 autres marins. Louis Burton, 39 ans, tentera de boucler son 3e tour du monde en 4 participations. En 2020, le navigateur avait terminé sur le podium en 3e position. On l'écoute. Il y a une forme de pression qu'on se met. C'est la 4e participation avec Bureau Vallée. On a progressé du début à la fin pour l'instant, avec un abandon. Donc on peut difficilement faire plus nul en 2012, une 7e place, une 3e place. Donc on va essayer de faire mieux cette édition. Éric Beillon, 48 ans, sera présent pour la 2e fois sur cette course que l'on surnomme l'Everest des mers. En 2016, il avait terminé à 9e. Le skipper yvinois compte sur cette précédente expérience pour faire encore mieux cette année. J'essaie de naviguer, j'ai un bateau neuf, je sais exactement ce que je vais vivre. Il m'avait fallu 40 jours pour rentrer vraiment dans ma course en 2016. Là, je vais partir tout de suite dans ma course. Tout est différent. Et j'ai un bateau qui est très décalé des autres. Et c'est pas un foiler, c'est un bateau à dérive, léger. Donc je suis un peu comme dans la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Je vais peut-être être derrière le lièvre, mais à la fin, je vais les battre. Les 2 skippers partiront des Sables d'Olonne le 10 novembre prochain avec un premier objectif en tête, terminer la course et pourquoi pas viser les plus hautes places du classement. Alors la question sur cette thématique, peuvent-ils faire une performance sur cette édition? Oui ou non? Peuvent-ils? Est-ce qu'ils peuvent? Oui. Oui, bon, vous êtes d'accord. Ouais. Nicolas, du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Quand on voit... il commence à avoir de l'expérience. Quand on voit l'expérience de Louis Burton, première édition, malheureusement, pas de chance, il percute un navire de pêche. Voilà, il abandonne. Quelques jours. 2e édition, il termine 7e. 3e édition, il arrive en 2e place et il est finalement reclassé à la 3e place parce qu'il y a celui qui était arrivé 3e, au niveau du temps. Compensation au niveau du temps parce qu'il avait assisté à un navigateur qui était en péril en pleine mer. Et ben,
la suite logique, c'est d'aller plus haut que la 3e place pour Louis Burton, qui commence à avoir de l'expérience sur cette course, qui connaît comment gérer. Après, le seul point, c'est le facteur chance. C'est comme dans tous les sports. Là, encore plus, parce que là, on est face à l'élément naturel qui est l'océan, le climat, la météo. Et voilà, il suffit de se retrouver peut-être à quelques miles de différence d'une tempête et finalement d'être allé plus vite, d'éviter la tempête. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, et notamment les éléments naturels qui déterminent la performance des navigateurs sur ce genre de course qui, on le rappelle, hein, c'est un tour du monde. La dernière fois, Louis Burton a fait 80 jours. Ouais, aux alentours de 80 à chaque fois. Aux alentours de 80 jours. C'est 80 jours où il faut tenir aussi physiquement. Là-dessus, sur la préparation physique, je pense que Louis Burton, il est prêt de par son expérience. Pour Éric Bellion, j'ai lu un article, pareil, hein, il a déjà fait des Vendée Globe, mais j'ai lu un article qui se prépare psychologiquement à cette course en faisant de l'hypnose, pour essayer de se rappeler, de se projeter sur ce qu'il avait ressenti au moment où il a fait le Vendée Globe, et notamment en mer du Sud, les sensations. Et vu qu'il est très dans les sensations, c'est aussi un aspect mental qui est très important. Et je pense que mentalement, ils sont tous les deux prêts, en fait. Et cette fois-ci, il avait terminé quand même dans le top 10 hein, la dernière fois, et cette fois-ci, il veut terminer plus haut parce qu'il a l'expérience, justement. Grégory. Peuvent-ils? Oui. Vont-ils le faire? Ça, on le verra. Louis Burton, oui, il est en constante progression. Nicolas l'a rappelé sur le Vendée Globe. Ce qui me fait douter sur Louis Burton, c'est que dans les compétitions très récentes, alors on est sur des formats différents par rapport au Vendée Globe, mais je parle de la Transat Jacques Vabre, je parle de la Route du Rhum, il y a eu souvent des abandons, un manque de chance peut-être pour Louis Burton, et donc il reste, c'est vrai, depuis cette 3e place et qui nous avait fait rêver sur le Vendée Globe, il reste sur une forme de stagnation depuis cette 3e place obtenue au Vendée Globe. Mais le Vendée Globe, c'est une course unique, c'est l'Everest des mers, on est seul, on est en solitaire, pas d'escale, pas d'assistance. On est sur une forme de course totalement différente, donc j'ai envie d'y croire. C'est un nouveau bateau pour lui hein, sur ce Vendée Globe, parce qu'il l'a déjà testé sur les transats, voilà, là, je disais Transat Jacques Vabre et Route du Rhum. Donc on a envie d'y croire, il a les capacités de le faire, il a l'expérience pour le faire. Éric Bellion, je pense que par rapport aux autres concurrents, malheureusement aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est aussi le matériel utilisé. Et les bateaux à foil, c'est des vrais Formule 1 des mers. J'ai peur qu'avec son bateau un peu plus à l'ancienne, avec des dérives, il ne soit pas, on va dire, en capacité d'aller rivaliser avec les meilleurs de la discipline IMOCA. Pourquoi pas un top 10, ce qui serait franchement énorme, et je pense que ce sera encore à mettre encore plus à son crédit s'il arrive à remporter ce top 10, à empocher ce top 10. Et ce qui me plaît aussi dans l'aventure d'Éric Bellion, au-delà de la performance, du résultat qu'il réalisera, c'est aussi cette forme différente de la navigation, cette vision différente où il met quand même l'environnement, la nature au centre. Et je trouve que cette manière de voir, des sensations. Et il recherche des sensations. Je trouve que cette manière de voir aussi les choses est à mettre à l'honneur. Oui, ça fait du bien, c'est un peu rafraîchissant tout ça. Alors on suivra avec attention en tout cas leur course. Ils partiront le 10 novembre prochain des Sables d'Olonne. Les Jeux paralympiques sont terminés depuis près d'un mois, mais l'euphorie est toujours présente. Ce mardi 24 septembre, Feucherolles recevait les frères Portal, héros yvelinois de la paranatation, avec 5 médailles. Les deux athlètes ont grandi dans le village. Plus de 300 personnes sont venues pour les célébrer. On les écoute. Ça fait trop plaisir de voir que tout le monde s'est déplacé pour nous célébrer avec Kylian, et on est content de pouvoir venir à Feucherolles pour le faire parce que c'est notre petit village d'enfance et de vie, quoi. Ça fait depuis que je suis né presque que je grandis ici, et voilà, ça fait plaisir de voir autant de gens qui nous soutiennent alors qu'il n'y a pas énormément d'habitants, et de voir que autant de gens se réunissent pour soutenir du sport paralympique, ça fait trop plaisir. Alors les personnes sur place ont pu échanger avec eux, ils ont pu demander des autographes et faire des photos. On les écoute. On est super contents, c'était incroyable. Super, on a vibré avec eux. J'ai l'impression que c'est quand même des modèles pour moi. Ces deux petits Feucherolais, ça fait 28 ans que je vais à Feucherolles, je les ai vus tout petits, on les a vus évoluer sur Feucherolles. La question sur cette thématique, cet engouement vous surprend-il, messieurs? Non, non. Vous êtes d'accord depuis le début de cette émission, Grégory? Non, mais l'engouement ne surprend pas. Les performances réalisées sur ces Jeux paralympiques, les 4 médailles, 3 en argent pour Alex, la médaille de bronze pour Kylian, et ce podium des deux frères, ça c'était un moment incroyable. Moi j'ai eu la chance de le vivre.
j'ai dû me boucher les oreilles dans la Paris La Défense Arena tellement il y avait de bruit, parce que bon, qu'Alex fasse une médaille, on attendait peut-être une médaille d'or, mais il y avait l'indétrônable Boki face à lui, le Biélorusse, ça on s'y attendait. Que Kylian vienne truster aussi un podium, les deux frères sur le podium, c'était un moment incroyable. Donc qu'il y ait un engouement juste après ces Jeux paralympiques. Ils ont aussi profité, il faut le dire, de ce qu'avait lancé Léon Marchand pendant les Jeux olympiques autour de la natation. Ça me surprend pas. Et bah, voilà, il faut le dire, ils ont aussi ils ont des bonnes gueules, les frères Portal. On a envie de les aimer. Ils sont yvelinois, ils ont brillé, ils sont jeunes, et on a envie de les revoir très vite à LA 2028 pour les Jeux paralympiques. On voit les images, hein, ce sont vraiment des rockstars hein, finalement maintenant. Dans leur village, oui, mais même au niveau national. Hein, mais c'est dans la continuité de ce qui s'est passé lors des Jeux olympiques. Et moi, ce qui me satisfait, et je suis content de voir ça, c'est qu'il y a eu le même engouement pour les Jeux paralympiques que pour les Jeux olympiques. Et finalement, cette crainte qu'on se dise « Ah, ça va avoir lieu 3 semaines plus tard, l'engouement va redescendre », finalement, non, pas du tout. Les Jeux paralympiques ont autant mobilisé les supporters français et du monde entier devant leur télévision, mais même aussi dans les stades. Vous en avez été témoin, Grégory. Et puis de voir qu'après, pour célébrer les athlètes, c'est une tradition. Et les para-athlètes aussi. C'est une tradition que les para-athlètes et les athlètes médaillés et même non médaillés viennent célébrer chez eux, là où ils ont commencé le sport, leur médaille ou leur performance, même s'ils n'ont pas été médaillés. Il y a toujours autant de monde parce que les supporters les ont vus à la télé, les ont célébrés, les ont encouragés derrière leur écran. Et ouais, c'est ça la magie aussi du sport. Et c'est pour ça aussi qu'ils font du sport. C'est pour ressentir ce genre d'émotion et le partager aussi avec ceux avec qui ils ont peut-être commencé le sport dans leur club amateur, pourvu que ça dure. Oui, moi, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est pourvu que ça dure, parce qu'aujourd'hui, le sport alors amateur, et puis les sports qui n'ont pas la chance d'avoir des sportifs qui basculent dans le professionnalisme et qui sont obligés d'aller chercher des sponsors et tout ça pour continuer à vivre de leur sport, j'ai envie que ça dure et que ces Jeux olympiques ont lancé quelque chose. Après, ça ne dépend pas que des clubs amateurs, ça dépend aussi des pouvoirs publics et des décisions politiques qui vont être prises autour du sport. Donc, pourvu que ça dure, c'est le seul message que j'ai envie de dire. Phrase très rapide, pourvu que ça dure aussi, et qu'il y ait une adaptation des clubs, qu'on puisse leur donner les moyens d'accueillir des sportifs en situation de handicap. Timothée Adolphe aussi, qui est yvelinois, nous le disait, lui, il a dû démarrer dans un club où on s'est adapté à lui. Aujourd'hui, on n'a pas encore les structures, et j'espère effectivement que les Jeux paralympiques vont donner un élan pour voir le parasport se développer en France. Les frères Portal vont maintenant profiter de vacances bien méritées avant de reprendre l'entraînement avec en ligne de mire les championnats du monde à Singapour en septembre 2025. On continuera évidemment à les suivre. On va terminer par un film, le documentaire Kaizen, réalisé par le youtubeur yvelinois Inoxtag, diffusé sur YouTube depuis septembre. Pendant 2h26, le youtubeur de 22 ans raconte son ascension de l'Everest et sa préparation pour y arriver. C'est rythmé, on voit ses moments de joie, ses moments de doute, c'est filmé avec des petites caméras, des drones, des téléphones, et c'est une réussite. Le film totalise plus de 34 millions de vues à l'heure où on enregistre cette émission. La question sur cette thématique, l'Yvelinois Inoxtag a-t-il révolutionné le documentaire sportif? Non pour vous, Nicolas. Bon, allez, un petit duel pour la fin. Nicolas, alors vous avez été le premier à dégainer, allez-y. Moi, je dis non parce que sur Netflix, sur la célèbre plateforme de streaming, mais il y en a d'autres, il y a plusieurs plateformes de streaming qui le font déjà. Il y a déjà de nombreux documentaires sur le sport qui sont réalisés à la perfection. Moi, je me régale devant, par exemple, Full Contact, qui raconte l'histoire de 5 acteurs du tournoi Destination de rugby. C'est un documentaire sur le rugby, sur le tournoi Destination, et qui, on suit en fait le tournoi Destination à travers 5 joueurs. Ça, c'est génial, parce qu'en fait, on voit les coulisses, on voit que, et j'en parlais, c'est un peu le fil conducteur de cette émission, mais de l'humain, et c'est là où on voit à quel point les relations humaines sont importantes dans le sport, et qui sont parfois déterminantes derrière sur les performances sportives. Là, il y a Starting Five qui sort ce week-end, je crois, qui va revenir sur la saison de 5 joueurs de NBA sur la saison dernière, dont LeBron James. Voilà, il y a aussi sur la Formule 1, sur le tennis, il révolutionne pas le documentaire sur le sport parce que c'est déjà fait.
la chaîne privée Canal+ le fait déjà aussi, a déjà fait des documentaires sur le sport. Oui, donc mais la façon dont c'est filmé. La façon dont c'est filmé, je ne Me voulez pas mes arguments. la façon dont c'est filmé, je pense pas, parce que Netflix filme avec déjà des... les boîtes de production qui travaillent pour faire les documentaires sportifs pour Netflix travaillent déjà avec des petites caméras. C'est plus des grosses caméras cinéma, c'est des petites caméras. Enfin, moi, je les ai vues sur le tournoi Destination. On les voit en zone presse, même pendant la Coupe du Monde. J'ai vu certaines boîtes de production qui travaillent pour des plateformes, filmer avec des petites caméras. Donc, oui, moi, je pense que c'est différent. Mais les drones sont utilisés aussi, pour les documentaires sportifs sur Netflix. On va laisser Grégory répondre. Sur le fond, je rejoins Nicolas. Il n'a pas révolutionné le documentaire sportif parce qu'effectivement, il y a pléthore de documentaires sportifs où la performance sportive, justement, de plus en plus, est mise en avant. Et de plus en plus. Par contre, sur la forme, je trouve qu'il y a quand même une révolution. On parle ici quand même de quelqu'un qui a commencé sur YouTube. On parle d'un YouTuber. Sur la forme, il a quand même fait une avant-première au cinéma avant de diffuser son documentaire gratuitement sur YouTube. Moi, je trouve qu'il y a quand même une forme de révolution. On parle quand même de quelqu'un qui a une forte communauté aussi derrière lui. Il a plus de 8 millions d'abonnés sur YouTube. Donc ça peut être aussi une révolution dans le sens qui va peut-être inspirer aussi des générations. Lui, il le dit souvent, et moi j'aime bien le message. Alors je vais être tout à fait honnête, je n'ai pas vu le documentaire, vous allez me blâmer, mais et c'est pour ça que voilà, pour moi c'est quand même révolutionnaire sur la forme. Je peux pas trop m'engager sur le fond. Moi, je l'ai vu. Voilà, moi je l'ai pas vu. Par contre, ce qui me plaît moi dans cette démarche-là, c'est qu'il a un message positif aussi pour les jeunes qui le suivent, en disant voilà, si vous avez un rêve, croyez-y, accrochez-vous à ce rêve en vous donnant les moyens. Lui, il avait quand même beaucoup de moyens, mais en vous donnant les moyens, en travaillant, et vous pouvez arriver à ce que vous projetez dans la vie. Et ça, je trouve que c'est un message positif, et c'est aussi ça, pour moi, voilà, le côté révolutionnaire, c'est qu'il peut être aussi inspirant pour des générations à venir. Nicolas, je conclus quand même. J'ai adoré le documentaire. J'ai même versé quelques larmes sur certaines images tellement c'est magnifique en fait. Il révolutionne pas le documentaire sportif, mais par contre, le travail qu'il a fait, la performance qu'il a effectuée est incroyable et exceptionnelle. Les images sont incroyables, et alors il faut savoir que les images ont été réalisées par des alpinistes professionnels qui sont spécialisés dans la photographie ou dans le travail audiovisuel en altitude, des personnes qui avaient déjà monté l'Everest et qui avaient déjà réalisé des images et des films là-haut, donc à plus de 8000 mètres d'altitude. Les images sont exceptionnelles. J'ai adoré ce documentaire. Mais c'est pas révolutionnaire. Je vais le regarder ce week-end, vous m'avez convaincu. Oui, regardez-le ce week-end, Grégory, et vous nous ferez un petit retour sur la prochaine émission. C'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation du légendaire boxeur Mohamed Ali. On ne devient pas champion dans un gymnase, on devient champion grâce à ce qu'on ressent, un désir, un rêve, une vision. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.